Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 31 août 2015, c'est la clôture mensuelle, c'est la fin du mois, un mois d'août très volatile sur les marchés financiers. Alors moi je découvre un peu toutes ces cotations et je vais donc vous proposer un bilan. Alors j'aurai bien sûr, je dirais, l'aisance et la facilité d'avoir le recul du mois. Je n'ai pas vécu cette volatilité réalisée au mois d'août. Et donc je vais tenter de revenir sur ce qui s'est passé, d'en comprendre les causes, ce sera plus simple après tout ce bruit, et puis d'envisager la suite des événements. Donc je vais vous proposer en guise d'introduction, et déjà je suis d'ailleurs très heureux de vous retrouver sur dailyfx.fr, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt pour la rentrée. Je vais donc vous proposer d'une part de revenir sur ce qui s'est passé au mois d'août, une introduction fondamentale très brève, mais qui mettra l'accent sur ce qui explique le cœur de ce choc qui a essentiellement eu lieu la semaine dernière. En tout cas, c'est ce que m'ont montré les graphiques, avec en début de semaine dernière des violents décalages sur les marchés, sans pour autant faire que les marchés boursiers n'entrent dans un scénario proche de celui de 2008 ou de 2011. La situation technique, elle est différente. Cependant, il y a quand même quelques éléments fondamentaux qui en sont la source. Doit-on considérer qu'ils sont du passé? Est-ce que le marché s'est adapté aux nouvelles données fondamentales? Je vais revenir là-dessus. C'est donc le lundi 31 août 2015, ce qui signifie que une fois par mois, et comme ce soir d'ailleurs, vous allez pouvoir étudier les bougies japonaises et les cours de manière générale en données mensuelles. C'est majeur. Et vous allez voir d'ailleurs que la clôture mensuelle permet entre autres de préserver la plupart des grandes tendances de fond. Alors forcément, ben oui, le marché a fait des incursions sous un certain nombre de niveaux de support, mais pour finalement les tenir à la fin du mois. Ces graphiques de long terme permettent justement de prendre le recul suffisant et je dirais d'envisager ce qui pourrait se passer d'ici la fin de l'année, donc les 4 derniers mois de l'année. On parlera du CAC 40, des marchés actions de la zone euro, des indices boursiers américains, du dollar américain, de tous les indices devises, le yen japonais, le dollar australien, des taux, des marchés de taux, du contrat de taux Bund. Il y a eu un flight to quality assez marqué au mois d'août. Donc je vais revenir sur ce phénomène-là. Et bien sûr, les matières premières, le pétrole a-t-il atteint un point bas? L'once d'or est-il toujours en risque de baisse? Je vais tenter de répondre à l'ensemble de ces questions. N'hésitez pas donc à laisser traîner vos questions. Et puis bien sûr, au fur et à mesure de la semaine, je vous proposerai donc à nouveau les points de marché habituels, davantage centrés sur la séance, avec une semaine qui est très chargée. Mais ça, j'imagine que vous avez déjà toutes et tous pris connaissance du calendrier économique des banques centrales, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale d'Australie, le rapport NFP aux États-Unis, puis toujours le même topo, à savoir est-ce que la Fed agira avant la fin de l'année. Alors, sous vos yeux, une première illustration. Deux choses. D'une part, les chandeliers mensuels du CFD FRA 40, donc, qui représente ici l'indice parisien. Et puis, dans un médaillon que j'ai positionné ici en bas à gauche, se trouve l'histogramme du volume d'échange réel sur le CAC 40 depuis l'année 2005. L'idée c'est quoi? C'est de répondre à cette question. A-t-on connu un mois d'août 2015 exceptionnel? S'agit-il réellement d'un choc? Je pense que la première façon d'y répondre, avant de revenir sur les éléments fondamentaux, c'est de jeter un œil à cette donnée-là. Bon, j'aurais pu en choisir d'autres, mais je vous propose celle-ci. Alors on va zoomer. Voilà, je pense que le son fonctionne normalement, puisque voilà, tout le monde me dit bonjour, donc c'est impeccable. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez fort, ou je peux encore changer un certain nombre de choses. Vous avez donc sous les yeux l'histogramme du volume d'échange sur l'indice CAC 40 sur Euronext, la place boursière Euronext. Il s'agit ici du volume mensuel. Bon, étant donné que nous sommes le lundi 31 août, on peut comparer, et c'est exprimé ici en milliards d'euros, ce qui a été négocié à la Bourse de Paris avec ce qui a été négocié chaque mois depuis 10 ans. Autant vous dire que le mois d'août 2015 est dans la moyenne de ce qui est chaque mois négocié sur l'indice CAC 40. Et je dirais même que le mois d'août 2015, hormis la très exceptionnelle séance
du lundi 24 août. Rappelez-vous, le lundi 24 août, près de 11 milliards d'euros négociés à la Bourse de Paris. Mais hormis cette séance du 24 août, et puis probablement aussi, d'ailleurs c'est la séance du 24 août qui avait en elle les caractéristiques d'un paroxysme des ventes, et je vais revenir sur ce phénomène juste après. Mais hormis cela, le mois d'août 2015 n'est pas un mois de choc. En tout cas, ce n'est pas un mois qui sort du lot, puisqu'on constate par exemple en juin presque 100 milliards négociés sur le CAC, et concrètement depuis le début de l'année, et l'engagement du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne en mars, eh bien un volume d'échange compris entre 80 et 100 milliards d'euros. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas réellement de comparer le mois d'août 2015 avec les données récentes. C'est de comparer le volume du mois d'août 2015 avec les deux chocs de marché qui avaient donné naissance à un marché baissier, à savoir en 2011 et en 2008. Alors je vais réduire ça, je vais y revenir. Sous vos yeux, les bougies mensuelles du CAC. Alors on connaît tous ce graphique du CAC 40, vous avez ici le graphique du CAC 40 depuis l'année 2000, et cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis l'année 2000, bon, pour constater qu'en avril dernier on l'a atteint, et puis on constate qu'au final le CAC 40 reste dans ses bornes. Attention, je ne tiens pas compte ici des mèches, mais des cours de clôture, et actuellement, le CAC, s'il devait clôturer maintenant, et on aura une clôture mensuelle à 17h35 sur l'indice spot à la Bourse de Paris, le marché va préserver le précédent top en clôture ici, qui s'établissait à 4530. Je dirais, au fond, que le mois d'août 2015 s'apparente au mois d'octobre 2014. Il y avait deux possibilités. Soit le mois d'août 2015 correspond au point de départ d'un marché baissier, à l'image de ce qu'on avait pu avoir au dernier semestre de l'année 2007, avec notamment le mois de janvier 2008, une épaule tête-épaule et une phase de baisse sur le CAC, ou encore à l'image de ce que nous avions connu en juillet 2011, avec une clôture mensuelle au plus bas, et depuis ensuite 2 mois consécutifs de baisse. Alors première chose, le chandelier mensuel du mois d'août 2015 sur le CAC est différent de ce qu'on a pu connaître en janvier 2008, ou encore différent de ce qu'on a pu connaître en juillet 2011. En fait, mon propos, j'arrive après, donc je n'ai forcément pas vécu la chute, et j'imagine que si vous étiez sur les marchés, notamment en début de semaine dernière, avec un CAC en live qui décroche à 4250, c'est compliqué. Mais au final, le rachat de short, mais probablement chez les gérants, des puissants renforts de positions longues à proximité des plus bas, fait qu'au final, en clôture mensuelle, le CAC 40 préserve son dernier changement de polarité mensuelle. Je ferai donc un rapprochement de la situation du CAC 40 en août 2015 avec sa situation en octobre 2014, à savoir un point bas mensuel qui a été établi à proximité du milieu du mois ou dans le dernier tiers, pour finalement, à la fin du mois, préserver le niveau horizontal. Alors en octobre 2014, on s'était fait peur à 3800 points pour finalement tenir les 4170 points. En août 2015, le marché s'est fait peur pour finalement tenir à la clôture du mois le support mensuel qui s'établit entre 4530 et 4598, pour être précis, 4598. En clair, l'implication d'un tel mois, volatile, certes, mais qui ne constitue pas un choc à l'image de ce qu'on avait pu avoir en janvier 2008 ou en juillet 2011, et je tiens vraiment à distinguer le mois d'août 2015 de ces deux périodes-là, d'une part sur le plan de l'action des prix, puisqu'on ne clôture pas au plus bas ou à proximité du plus bas, je ferai davantage le rapprochement donc avec le mois d'octobre 2014. Admettons tout de même que nous n'avons pas un marteau mensuel, par contre, nous avons des configurations en marteau en données hebdomadaires. Ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Donc, un mois volatile, mais un mois qui, au final, après un bilan, ne remet pas en cause et qui se développe sur les actions européennes, je dirais, depuis le mois de juin 2012. Alors maintenant, qu'en est-il du volume d'échange? Je reviens ici sur l'histogramme du volume d'échange réel sur le CAC 40 depuis l'année 2005. Voilà le volume du CAC en 2008. Voilà ce qui se négociait sur le CAC 40 dans le grand marché baissier de l'année 2007, début 2008.
le marché faisait des mois entre 150 milliards et 200 milliards. En 2011, on avait eu un certain nombre de mois à proximité des 100 milliards. Voici le volume qui s'était déployé dans les phases de baisse. Mais à ce moment-là, on clôturait le mois au plus bas. Donc il y avait du volume et on clôturait tout en bas. Au final, en août 2015, on fait un mois qui est tout à fait dans la moyenne, et voire même en deçà de la moyenne des échanges depuis janvier 2015. Et d'autre part, on défend le niveau ici horizontal en clôture mensuelle. Alors que s'est-il passé ? On va regarder d'autres indices, d'autres graphiques, puisque j'ai bien l'intention de vous parler des devises, des marchés de taux, des matières premières, des grands indices boursiers. Mais que s'est-il passé ? Par quoi cela a commencé ? On se souvient tous de la dévaluation de la monnaie chinoise, une dévaluation qui a eu lieu sans prévenir. Rappelez-vous, on était autour du 10 août. Dès que la Chine a dévalué sans prévenir sa monnaie de 4%, le marché a considéré... Qu'est-ce que le marché a considéré ? Le marché a considéré que le gouvernement chinois admettait un vrai problème de croissance. Plusieurs dévaluations consécutives. Clairement, la Chine admettait un moins de croissance. La croissance mondiale allait mécaniquement être revenue en baisse. Avec le recul du mois, nous sommes le lundi 31 août, le catalyseur, c'est la Chine. C'est la dévaluation chinoise. Et finalement, c'est un phénomène monétaire qui a indiqué aux personnes avisées que la croissance mondiale allait ralentir. Au-delà, je dirais, de tous les indicateurs avancés qu'on pouvait déjà connaître, la dévaluation chinoise, c'est une mesure concrète. Un indicateur avancé, ça reste un sondage d'opinion. Alors l'économie chinoise, elle en passe par une phase de transformation, ça va prendre encore plusieurs années. Ce qui est certain, c'est que le taux de croissance de l'économie chinoise, qu'on pouvait espérer peut-être se maintenir aux alentours des 6 à 7%, eh bien, va davantage s'orienter vers quelque chose compris entre 3 et 4%. Donc ça a été le catalyseur. Alors vous ajoutez à cela les valorisations élevées, notamment sur les marchés actions américains, et autant je pense que les actions européennes peuvent se reprendre d'ici la fin de l'année, je dis le CAC, selon moi, ne franchira pas cette année 5200 points. Mais il peut rester dans un range compris entre 4006, 4550, 4006 et 5150, 5200. Je pense que on aura d'ici la fin de l'année la poursuite finalement de cette phase de transition latérale en place depuis le mois d'avril dernier. Les marchés actions US c'est différent, je pense que leur performance restera nulle d'ici la fin de l'année, pour tout un tas de raisons, mais essentiellement parce que le marché considère, et je vais vous montrer ici une superposition de l'Eurostoxx 50 et du S&P 500, que la valorisation des actions américaines, elle est élevée. Donc que les actions américaines sont tout simplement bien pricées. Et en final, le marché, qu'est-ce qu'il cherchait en août ? Un catalyseur. Cherchait un catalyseur pour violemment prendre des bénéfices, certes, et puis on constate que les points bas ont été achetés. Vous avez sous les yeux non pas les chandeliers mensuels cette fois-ci, mais vous avez les chandeliers hebdomadaires de l'Eurostoxx 50, à l'intérieur duquel vous retrouvez des actions françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, et le S&P 500, l'indice action américain. Autant vous dire que le mois d'août 2015 n'est pas le signe d'un sell-off majeur comme en 2008 ou en juillet 2011. C'est une phase donc de consolidation très proche de ce qu'on a pu avoir en octobre 2014. Vous avez cette fois-ci sous les yeux ce qui s'était passé en octobre 2014 sur les actions européennes, et vous avez ici sous les yeux ce qui s'était passé en octobre 2014 sur le SP500. Moi, ce qui m'intéresse au-delà des chandeliers mensuels, que je trouve intéressant, au mois d'août 2015, c'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière, avec, en terminologie japonaise, des configurations en marteau. Alors, configuration en marteau que l'on retrouve ici sur l'Eurostoxx 50, au-dessus de ce puissant support mensuel à 2950 points, et sur le SP500, précisément au contact du point bas du mois d'octobre 2014. Donc sur le SP500 qui avait fait donc son point bas à 1820 points. Au final, passer de 2150 à 1820 points, c'est une sacrée baisse, et sur les marchés actions américains, généralement ce type de baisse de 10% sont rapidement achetés.
Globalement, on a eu un flight to quality. C'est quoi un flight to quality? C'est le déplacement des capitaux. Le marché s'est-il inquiété fortement en août 2015? Donc, je vais tenter de vous montrer qu'à la clôture du mois, finalement, on s'en sort. Vous avez sous les yeux une capture d'écran, une représentation graphique statique du CAC 40 à la bourse de Paris, le marché spot, pas le CFD, le CAC 40 en données hebdomadaires. Qu'avons-nous la dernière semaine du mois d'août? Donc la semaine du lundi 24 août, qui est probablement la véritable semaine significative. On a eu bien sûr les semaines du 10 et du 17 août, qui ont vu les marchés, je dirais, s'adapter à ce qu'indiquait la dévaluation de la monnaie chinoise, à savoir le fait que tout le monde admet désormais que la croissance mondiale, et essentiellement aussi celle de la Chine, sera plus faible que ce que le marché avait pu anticiper. Il s'est donc ajusté. Le chandelier mensuel m'intéresse sur le CAC, le chandelier hebdomadaire, vous l'avez ici sous les yeux, la semaine dernière porte en elle des caractéristiques d'un ce qu'on appelle paroxysme des ventes, à savoir un marché qui dans la semaine établit un point bas, très en retrait de la clôture de la semaine précédente, mais qui parvient au bout du compte à clôturer tout en haut, en développant ici une mèche basse importante, et surtout sur cette mèche basse, c'est là pour le coup développer un haut volume d'échanges sur le CAC. Et pour le coup, je vous ai montré que le mois d'août 2015 n'est pas une rupture en termes d'échanges mensuels depuis le début de l'année sur le CAC. 85 milliards d'euros, c'est en deçà de la moyenne des mois depuis le début de l'année. Janvier 2015, c'était supérieur. Février 2015, c'était supérieur. Par contre, vous avez sous les yeux l'histogramme du volume sur le CAC 40 découpé en semaines depuis le mois de janvier 2015. Et j'ai une seule chose à vous dire, la semaine du lundi 24 août est, oui, une semaine de rupture. Le volume de la semaine du lundi 24 août est exceptionnel. Exceptionnel par rapport à toutes les semaines qu'on a pu connaître depuis le début de l'année, il est là, et exceptionnel par rapport à toutes les semaines que nous avons connues en 2014. Ce volume exceptionnel accompagne ce chandelier aussi exceptionnel avec une puissante mèche basse, une clôture tout en haut. On a ici des caractéristiques de ce qu'on appelle le paroxysme des ventes. En clair, cela ouvre en septembre des perspectives positives sur les actions européennes. Alors, pourquoi parler de perspectives positives sur les actions européennes et non pas sur les actions américaines? Parce que concrètement, avant le choc, les actions américaines ne s'appréciaient pas ou peu, hormis compartiment technologique. Je pense d'ailleurs que les marchés actions US vont globalement rester flat. Vous avez sous les yeux les chandeliers mensuels de l'indice S&P 500. Clairement, l'analyse technique que je peux vous proposer sur un indicateur de momentum comme le RSI n'invite pas à défendre la capacité du SP500 à déborder les 2140 points. Je ne pense qu'il ne le fera pas. Tout comme je ne pense pas que le CAC et le DAX feront des nouveaux plus hauts d'ici la fin de l'année. Par contre, ils peuvent continuer d'osciller. Le CAC entre 4006 et 5150. Le DAX, je vais regarder tout à l'heure les niveaux pour être précis. Quant au SP500, il a certes tenu les 1830 points, mais voilà, il va rester globalement là-dedans, entre 1830 et 2100. On a quand même ici un indicateur de momentum qui se dégonfle et qui va continuer de se dégonfler. Ce que j'envisage ici pour le CAC 40, l'Eurostoxx 50, à savoir la capacité de remonter, mais pas de dépasser les sommets annuels, mais de remonter en direction donc, des récents sommets. On retrouve ici ce très beau chandelier hebdomadaire sur le DAX, lui aussi intéressant. Le marché en clôture mensuelle de DAX défend les 10 000 points. Je vais vous montrer ici la clôture mensuelle du DAX. Elle est très importante, cette clôture mensuelle. On a tenu cette ligne de tendance. On tient le niveau ici, pivot. Alors en réalité sur le DAX, c'est 9950, 10 000 points. Voici pour les chandeliers mensuels. Selon moi, le DAX a une capacité en septembre de se reprendre en direction, je dirais, des 10 950, 11 000 points. En partant du principe qu'on a réalisé la semaine dernière une semaine exceptionnelle, le mois d'août ne l'est pas, selon moi. La semaine du 24 août l'est, en termes de volume d'échange.
En partant de ce principe, je peux par exemple reporter ici l'amplitude balayée la semaine dernière, et je pense que ce marché peut tendre progressivement à nouveau en direction des 11 000 points. Donc au final, le marché a besoin d'une raison pour consolider. Bon, il l'a trouvé, la dévaluation chinoise, encore un phénomène monétaire. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui avait donné le point de départ de la hausse des marchés en janvier 2015 ? En janvier 2015, un phénomène monétaire. L'abandon par la Banque nationale suisse du PEG face à l'euro. Qu'est-ce qui a donné le point de départ du choc en août ? Un phénomène monétaire. Cela rappelle à quel point le marché des changes peut avoir un rôle d'indicateur sur les anticipations économiques et ce qui amène forcément des décisions de gestion importantes. En tout cas, ici c'est un phénomène monétaire, hausse, une dévaluation, choc. Bon, et là je pense qu'on a la semaine dernière réalisé des semaines qui permettent d'envisager, eh bien, qu'est-ce qu'a fait le marché ici la semaine dernière ? Vous connaissez l'expression buy the dip ? On l'entend souvent dans les salles lorsque le marché décroche, le téléphone sonne, buy the dip. La gestion traditionnelle, elle veut acheter ce type de choc, ce type de creux, pour se positionner à bon compte sur des sommes importantes. Se positionner à bon compte sur des sommes importantes, c'est le chandelier hebdomadaire du CAC que je vous ai montré la semaine dernière. Le mois d'août 2015 est un mois banal, du point de vue du volume. La semaine du 24 août n'est pas une semaine banale. Mèche basse, énorme volume, qui dépasse largement tout ce qu'on a pu connaître sur la base d'une semaine depuis le début de l'année et même en 2014. Alors maintenant je vais revenir sur des éléments plus récents, plus à court terme, et puis c'est ce que je vais faire de toute façon tout au long de la semaine. Là je vous propose un point de marché de retour, de rentrée, d'introduction. Bon, vous avez une semaine chargée sur le calendrier économique, vous avez bien compris, les banques centrales, le dollar australien qui continue de s'enfoncer. Moi, je vais vous parler maintenant du dollar américain, ce qu'on peut envisager de toutes les devises à l'aide des indices devises. Le mois d'août 2015, et notamment la semaine dernière, a plutôt des implications positives sur les actions européennes. C'est globalement la même conséquence sur le dollar américain, avec un chandelier ici sur le DXY, qui est donc le mnémonique de l'US Dollar Index, qui pondère essentiellement le taux euro-dollar, qui est là aussi tout à fait haussier. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour le dollar américain. Et globalement, lorsque je fais un tour d'horizon en données mensuelles ou hebdomadaires des taux USD Yen, USD CAD ou encore AUD USD, même euro-dollar, je constate que le dollar américain garde globalement la main. Et ce dollar américain qui garde la main peut s'appréhender essentiellement sur le taux USD CAD qui, en tout cas selon ma lecture, peut toujours être considéré comme le taux de change permettant d'avoir une des représentations les plus pures de la dynamique générale du dollar US, à savoir que le pétrole, lui, probablement va se stabiliser, mais le dollar canadien n'en profite pas. Pourquoi ? Parce que le dollar US, lui, reste fort. Et au final, si je fais un bilan en données mensuelles du taux USD CAD, eh bien, le mois de juillet avait des conséquences haussières, avec un breakout des 1,28 et une clôture au plus haut. Regardez comment se clôture le mois d'août sur le taux USD CAD, à proximité du plus haut. La clôture mensuelle, c'est ce soir. Ce qui permet toujours d'envisager la poursuite de l'appréciation du taux USD CAD en direction bien des 1,35. C'est une cible qu'on avait pu vous annoncer. Alors, moi je vais continuer donc sur ces graphiques de long terme. Y a-t-il eu un flight to quality, un déplacement de capitaux conséquent au mois d'août? La réponse est non. Alors certes, on a eu un choc sur les marchés actions qu'on retrouve ici à travers la hausse du prix du contrat de taux allemand, le Bund. Mais on constate d'ailleurs que la semaine dernière, et vous avez sous les yeux quelque chose qui m'intéresse, nous avons des marteaux sur les indices boursiers européens et nous avons une structure en avalement baissier sur le Bund. Ce qui montre que le léger déplacement de capitaux en août, hausse du Bund, baisse du DAX, du CAC, de l'Eurostoxx 50, on constate que la situation s'inverse. Les marchés actions ont réalisé la semaine dernière des belles semaines. Le contrat de taux allemand Bund a lui des perspectives qui sont désormais négatives. Alors ça conforte, je pense, la lecture que je vous propose de la semaine du 24 août, à savoir un Bund qui devrait retomber. Alors si j'en détermine un objectif de cours, comment est-ce qu'on calcule une target
pour une structure en avalement, on peut utiliser comme ça les expansions de Fibonacci. Je pense que ce marché peut retomber en direction notamment des 151,50. Retomber en direction des 151,50, cela, je dirais, peut être provoqué à la fois par ce phénomène de capitaux, d'arbitrage, mais aussi par le fait que les tensions restent toujours haussières sur les rendements obligataires aux États-Unis. Alors j'en viens maintenant au court terme. Avec cette séance de vendredi qui a été marquée par l'indécision sur les marchés, cette séance de vendredi qui a notamment été marquée par le rassemblement à Jackson Hole de tous les banquiers centraux. Alors, pas la présidente de la Fed. La présidente de la Fed a été remplacée à Jackson Hole par le vice-président, M. Stanley Fischer. Bon, globalement, pour la Fed, c'est toujours le même laïus. On n'a pas de calendrier de remontée des taux. On comprend que plusieurs responsables de la Fed ont reconnu que les turbulences sur les marchés financiers, si elles se prolongent, pourraient retarder le resserrement monétaire. Puis notamment, on a toujours M. Lockhart qui lui répète depuis des mois que le timing pour une hausse des taux est proche. Proche, ça veut dire quoi proche? En juillet, il parlait du mois de septembre. Là maintenant, il utilise un adjectif. Bon, forcément. On s'adapte à quoi? Eh bien, aux nouvelles anticipations de croissance économique mondiale. En tout cas, on s'adapte à ce que représentent les perspectives de la croissance économique de la Chine dans la croissance économique mondiale. Et c'est la partie liée à la croissance économique chinoise qui a été revue en baisse. Donc, ce qui écarte potentiellement ce scénario. Mais lorsque je regarde le chandelier hebdomadaire, ou encore ici, le chandelier mensuel de l'US Dollar Index, vous avez cette fois-ci sous les yeux le FXM Dow Jones Dollar Index. Vous faites de l'analyse chartiste. Que pensez-vous de ce graphique de l'US Dollar Index en données mensuelles? C'est quand même hyper haussier. Au moins autant que le taux USD4. Donc là, je pense aussi que le mois d'août 2015, qui se décompose ici en 4 semaines de trading sur l'US... Non, alors c'est ce chandelier-là. Au final, il n'y a rien d'exceptionnel sur le dollar américain, mais vraiment rien d'exceptionnel. On a plutôt une tendance de fond, je dirais, qui est préservée. Donc pour ce qui est des marchés de taux, le bilan du mois d'août que je peux vous faire, c'est un léger flight to quality, mais qui se dégonfle, et qui profite donc à la reprise des marchés actions européens, notamment, moins les marchés actions américains. Le dollar américain garde la main, c'est ce que montre l'analyse technique du DXY, du FXM, Dow Jones Dollar Index. Je crois avoir pris connaissance après coup d'une nouvelle estimation positive du niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre. L'analyse du chandelier mensuel du taux AUD-USD est là aussi, je dirais, sans ambiguïté. La clôture mensuelle du mois de juillet sur l'AUD-USD était baissière, ce marché a baissé, tout comme elle était haussière sur le taux USD4. La perspective sur l'AUD-USD, c'est toujours de reculer. Pourquoi? Parce que la Banque centrale d'Australie devrait s'adapter à la succession d'actions monétaires que la Chine a fait en août, et notamment cette succession de dévaluations sans prévenir personne. Les banques centrales, lorsqu'elles agissent sur leur monnaie, elles ne sont pas folles, elles préviennent personne. On a pu le voir en janvier et on a pu le voir en août. Mais à chaque fois, on constate que ça a eu quand même pour conséquence des mouvements assez forts sur d'autres marchés. Alors, que dire maintenant des matières premières? Deux choses. Bon, vous avez bien sûr chaque jour ici sur notre site le Commodity Market Report, vous l'avez compris, tous les jours à 10h30. Une émission, j'espère, qui vous plaît, où on balaye toutes les matières premières. Moi, je vais vous montrer le chandelier mensuel du pétrole. 36 $. Bon, on a fait 37. Je dirais la zone comprise entre 36 et 38 $. Une zone importante. Vous avez sous les yeux un graphique du pétrole depuis 1990. On constate à quel point le marché est longtemps resté enfermé entre 11 et 38, entre 1990 et 2005, pour ensuite s'en extraire. Et puis, on a eu deux chocs. Le choc de 2008, le choc de 2014. Et en réalité, au mois de août 2015,
eh bien, on a quelque chose qui s'apparente à ce qu'avait pu faire le pétrole, par exemple, en février 2009, à savoir une réaction à proximité donc de ce pivot qui est compris entre 36 et 38. C'est cette zone ici. Si vous prenez les mois de septembre 1990 et octobre 1990, on a cet intervalle de prix entre 36 et 38. Avec donc probablement la capacité du prix du pétrole à rebondir. La baisse du prix du pétrole, en tout cas son maintien sur un niveau bas, soutient de nombreuses industries, soutient la consommation des ménages, ça soutient le marché action. Mais sur les niveaux actuels, rebondir sur le prix du pétrole, c'est un bon indicateur économique. C'est-à-dire que c'est un indicateur où finalement on constate quand même que le niveau de la croissance économique va rester solide, et on sait que cela s'accélère au sein de la zone euro, on sait qu'elle s'accélère aux États-Unis. En Chine, elle a été revue en baisse, on s'est donc ajusté. Mais en même temps, le prix du pétrole se maintient sur un niveau suffisamment bas pour soutenir un certain nombre de secteurs sur le marché action. Encore une autre façon de voir un dollar US qui garde la main. Que s'est-il passé sur l'once d'or au mois d'août 2015? Eh bien, presque pas grand-chose. L'once d'or a un chandelier mensuel en août 2015 qui est très proche des chandeliers qui sont proposés depuis l'été 2013. Et en août 2015, l'once d'or a fait un pullback. C'est-à-dire qu'il avait cassé le support à 1160 $ ici en données mensuelles. Il l'a cassé en juillet. Et bien en août, il est revenu chercher la résistance. Et depuis, ce marché se replie. Et est donc toujours en risque, mais de manière très progressive, je dois l'admettre. On a ici ce canal de très long terme, puisqu'il agit depuis bientôt 3 ans, 2 ans et demi, de se replier en direction donc, de ce niveau ici, des 1050 $ l'once d'or. Donc ça m'amène toujours à penser que le dollar US garde la main. Alors parmi les chandeliers hebdomadaires attractifs, au-delà de celui du CAC, du DAX, il y en a bien sûr celui du Nikkei 225, bon, très proche de celui du taux USD Yen. Le taux USD Yen qui reste sur le marché d'échange le baromètre du risque. Bon, je vais vous montrer le chandelier mensuel du taux USD Yen. Donc ça, vous avez le chandelier hebdomadaire, c'est celui de la semaine dernière. Je vais simplement aller chercher le chandelier mensuel avec un taux USD Yen qui donc lui a tenu bien le niveau des 116 yens, qui était donc ce précédent niveau de support. Je vais jeter un œil à la façon dont là aussi s'est distribué le volume d'échange réel sur le taux USD Yen, puisque tout à l'heure je vous ai proposé alors là j'ai un petit bug, c'est pas grave, j'ajouterai une autre fois un décortiquage du volume sur les marchés actions et notamment le CAC 40. Je vais juste voir si je peux l'afficher. Voilà, ça refonctionne sur les chandeliers voilà, hebdomadaires. Vous avez ici donc tout le volume dans la période de hausse de l'été dernier sur le taux USD Yen qu'il a vu s'envoler. Là vous avez la période de transition latérale. Alors là le volume n'est pas exceptionnel, mais malgré tout sur la semaine du 24 août, on a forcément là aussi les caractéristiques d'un paroxysme des ventes. Un volume d'échange supérieur, je dirais, à sa moyenne depuis le mois de février 2015, et puis une importante mèche basse qui invite à penser que ce marché pourra progressivement se reprendre en direction des 125. Alors voilà moi ce que je pouvais vous proposer à l'aide de ces graphiques de long terme. Maintenant je vais descendre d'un horizon de temps, revenir sur l'horizon de temps journalier. Simplement vous rappeler une chose avant de répondre à vos questions. C'est la force du calendrier économique de la semaine. Bon, ce matin on a eu les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro en première estimation au mois d'août. Ils sont plutôt solides, notamment pour l'inflation core. Cette semaine, le PIB au Canada, la Banque centrale d'Australie, ça c'est la nuit prochaine, le PIB australien, la Banque centrale européenne qui prend une décision de politique monétaire jeudi, le rapport NFP aux États-Unis, bon, une première semaine du mois de septembre extrêmement chargée sur le plan des catalyseurs, je dirais, traditionnels, et puis une semaine qui fait donc suite à une semaine du 24 août qui donc, comme je tente de vous l'expliquer
depuis le début de ce point de marché, portent en elles des caractéristiques d'un paroxysme des ventes sur les actions européennes et sur le dollar américain. Alors, je vous laisse ici avec ce graphique en données journalières du CAC 40. Et puis je vais répondre donc à vos questions. Et puis c'est promis, hein, tout au long de la semaine, je vais vous reproposer comme d'habitude, puisque je vous retrouverai donc tous les jours à 9h15 pour le Good Morning Euro-Dollar. Donc tous les jours 9h15, le Good Morning Euro-Dollar, l'Euro-Dollar et les 4 majeurs en intraday. Le Morning Meeting de 11h, le Wall Street Insider, où je ferai vraiment de l'intraday. Hein, là je prenais du recul avec les graphiques mensuels. Et puis donc le Wall Street Insider. Et puis vous allez voir, donc la salle de trading va être modifiée, en tout cas va s'enrichir d'un nouveau programme. À partir de la semaine prochaine à 16h, tous les jours à 16h, le live de l'expert. Nous invitons désormais de manière fixe, tous les jours à 16h, un invité externe. Tous les lundis à 16h, vous retrouverez sous la forme d'un webinaire les positions des banques. Positions des banques sur le Forex. Tous les mardis à 16h, le point de marché Ishimoku avec Patrick Rigret. Tous les mercredis à 16h, un point vague d'Elliott, fourchette d'Andrews. Tous les jeudis à 16h, une session de trading sur compte réel. Tous les vendredis à 16h, bourse, la chronique psycho, avec Caroline Domanine, que vous aviez pu découvrir à la fin du mois de juillet. Ces webinaires fixes à 16h chaque jour, on vous en communiquera le détail d'ici la fin de la semaine. Et d'autre part, sur le site dailyfx.fr, à partir de demain, à nouveau, 20 articles par jour sur le site de manière fixe. Tous les jours un DAX, un USD Yen, un USD CAD, un pétrole, un GBP USD, un Euro GBP, un AUD USD, un article de sentiment de marché, donc soit le SSI, le quote, le rapport quote, le volume Strong Week, un article CAC Euro-Dollar, once d'or, Bund, les positions des banques, un Ishimoku par jour, Euro-Dollar, Elliott, fourchette d'Andrews, bref, tout ça, cela commence demain. En données journalières, ce que démontre aujourd'hui le CAC 40, c'est actuellement le rôle de support que jouent déjà les 4590 points et les 4600 points. Alors, hop. Alors, je poste tout. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, je pose tous les commentaires. Des plus sympathiques aux moins sympathiques. Sans souci. Voilà. Ok, bon, il y en a un paquet, mais concrètement, vous me dites bonjour et bon retour. Et bien moi, je vous salue tous aussi. Et je vous souhaite à tous aussi un bon retour. On va reprendre, ça va être du costaud hein, sur dailyfx.fr. On tend vers la DailyFX TV. De nouvelles émissions point de marché sont prévues dans quelques semaines avec le lancement des actions françaises, internationales. Donc de 8h45 à 19h, ce sera du non-stop presque ici, mais bien segmenté par classe d'actifs. Vous allez voir, ça recommence dès demain. Donc ce qu'aujourd'hui, ce que me montre le CAC 40, je ne m'intéresse pas forcément aujourd'hui au chandelier journalier, hein, puisque j'attends avec impatience les bougies mensuelles, mais c'est le rôle de support que jouent déjà les 4598 points, et sur le DAX, c'est le rôle de support que jouent les 10 094. Donc aujourd'hui sur le DAX, réaction positive sur 10 094, le précédent sommet annuel, un niveau de prix, le dernier sommet d'année 2014, qui est donc défendu, et qui sera défendu ce soir à la clôture mensuelle. Pour ma part, au-dessus des 10 094, c'est boule, et je pense que les 10 500 points, 10 550 peuvent être visés cette semaine, ici sur le DAX. Voilà, ainsi se clôture donc le point de marché Wall Street Insider. Merci donc d'y avoir été attentive et attentive. Prochain point de marché ici même à 17h30 la closing bell avec donc Yoav Nizar, hein, que vous retrouvez chaque jour pour le Commodity Market Report. J'étais ravi de vous retrouver dès demain donc pour le Good Morning Euro-Dollar, le Morning Meeting, le Wall Street Insider. Et puis n'oubliez pas ce soir, après la clôture des marchés, chargez vos graphiques mensuels dans l'onglet déroulant mensuel. Jetez un œil à vos cours de clôture mensuelle. Faites cet onglet et vous allez sélectionner ligne. Et vous allez voir, les principaux supports sont préservés sur les marchés actions européens. Merci à toutes et à tous et donc de vive voix, à demain pour le Good Morning Euro-Dollar à 9h15.